Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Aujourd'hui, au podcast minier, j'ai deux invités, c'est quand même une première, deux invités d'une même entreprise. Donc, mes invités travaillent pour la même minière, puis je vous dirais qu'est-ce qui est passionnant de leur parcours, c'est qu'ils font avancer l'industrie minière, vraiment, selon vos valeurs, votre génération, vous mettez de l'avant l'industrie minière. Pour moi, on ne se connaît pas beaucoup, je le sais, mais je vous ai étudié, je vous ai vu, puis pour moi, vous êtes des trailblazers et non la marque de Chevrolet, là. Vous ouvrez les chemins pour d'autres, puis vous innovez. Fait que vous tapez un peu la trail pour les jeunes qui s'en viennent dans l'industrie minière. Le nom du balado, c'est Podcast Minier. Alors oui, on va parler de la minière pour laquelle vous travaillez, mais avant tout, je veux parler du couple parce que mes invités aujourd'hui forment un couple, un beau jeune couple qui travaille au Nunavik, habitent à Montréal, ont deux jeunes enfants et ont des postes de direction. Alors, j'ai Amélie Rouleau, directrice Affaires publiques, communication et engagement communautaire à la mine Raglan, et son conjoint, Jean-François Verrette, directeur projet géologie et exploration également à la mine Raglan et président du CA de l'AMQ. Merci d'être là, à vous deux. Bonjour. Bonjour, c'est une belle introduction. Avant le podcast, on a eu, il y a quelques semaines, on a échangé, puis on a vraiment parlé de comment est-ce que c'était la génération d'aujourd'hui comparée aux générations passées dans l'industrie minière. Je suis une fille de foreur. J'ai vécu l'autre génération où est-ce que mon père arrivait de travailler de sa foreuse après 3 semaines, 1 mois, grosse barbe. On le reconnaissait à peu près pas. Puis il arrivait à la maison, 3 jeunes enfants. Ma mère qui s'était occupée des repas, de la maisonnée, des devoirs, des chicanes. Peut-être plus avec mes frères, mais bon, des chicanes. Fait que oui, c'est un autre monde aujourd'hui. Puis je me dis que ça doit probablement pas se passer comme ça chez Amélie et Jean-François. Mais vous voyagez beaucoup. Jean-François, par ton rôle, le poste que tu as à la mine Raglan présentement, ça nécessite que tu vas au Nunavik même plusieurs fois, je crois, par mois. Puis j'aimerais ça t'entendre pour savoir comment tu jongles avec tout ça. Puis je vais vous avouer que moi, je trouve que l'industrie minière, là, c'est une industrie hyper demandante. C'est pas négatif quand que je dis ça, mais je trouve que c'est une industrie demandante. Puis là, je me dis, vous avez des carrières, vous habitez même pas dans la même ville, vous avez des jeunes enfants. Est-ce que l'équilibre est possible? En fait, c'est une très bonne question parce qu'en effet, c'est tout un défi. Ça demande beaucoup d'organisation, puis de bien comprendre les rôles et responsabilités, puis de les clarifier avant même l'arrivée d'enfants dans la famille, évidemment. Mais même sans enfants, c'est déjà un gros défi en soi, là. Mais ça reste que Amélie et moi, on a la clé peut-être de notre couple, la clé du succès, c'est le fait qu'on a une bonne communication. Puis on échange beaucoup au quotidien sur ce qui va bien, ce qui va moins bien, comment on peut s'améliorer. Donc oui, Manon, c'est hyper exigeant, mais c'est pas impossible. Cela dit, on a eu un début de carrière où on a travaillé fort. Il a fallu qu'on mette des heures, ça c'est sûr et certain. Puis ça, c'est peut-être là que je touche la génération que tu parlais tantôt avec ton père. C'est sûr, on a bûché, là. Puis peut-être à un certain moment, il y a eu un déséquilibre temporaire. Mais aujourd'hui, avec tout le bagage qu'on a, Amélie et moi, puis on a fait une refonte de nos vies respectives il y a quelques années. On s'est dit, écoute, oui, on peut travailler fort, on peut réussir, mais ça reste que la balance avec le personnel est hyper important. Puis on est capable de le faire, mais en ayant justement des rôles et responsabilités clairs dans notre couple. Puis ça sonne un peu gestionnaire, là. C'est ça la base quand même. On enlève les mots de la bouche. C'est exactement. Donc, mais ça reste qu'on ne se fait pas de cachette.
c'est pas évident. Moi, avec mon rôle, je suis une semaine sur deux dans le Nunavik. Mais c'est ça, je me demandais la fréquence des voyages. Oui, exactement. Donc, évidemment, il y a une charge qu'Amélie doit prendre. Et bon, c'est sûr qu'Amélie, en ce moment, est en maternité. Je lui donne le support que je peux quand je suis à la maison. Puis, éventuellement, à son retour au travail, ben, on va réajuster parce que là aussi, il va falloir voir comment qu'on maintient cet équilibre-là. L'évolution est constante. Encore là, c'est en parlant, en jasant, en acceptant chacun notre rôle, ben, on est capable de vivre ce fameux équilibre-là. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi. Là. C'est un élément qui est clé, puis ensemble, quand on regarde les différentes façons de comment maintenir l'équilibre, puis je veux dire, dans l'équilibre, il y a notre couple qui est une des priorités, comment on s'assure que justement qu'on continue à prioriser notre couple, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide à l'extérieur. Puis c'est là que, on le sait justement, moi aussi, je voyage beaucoup de mon côté, mais c'est des voyages qui sont différents de Jean-François. Moi, sporadique, dans l'année, j'ai des voyages un peu plus longs, que ce soit dans les villages inuits ou à Québec. Mais comment, justement, qu'on va pouvoir concilier tout ça? Bien, c'est là on s'aide beaucoup un et l'autre, mais on n'a pas peur non plus d'aller chercher de l'aide pour nous aider, là, pour pas rajouter, si on veut, du stress dans notre vie quotidienne. Puis, tu sais, Amélie, dans le poste que tu as, il y a 3 grands volets. Il y a la communication interne, il y a les relations avec la communauté, puis relations gouvernementales. Ces 3 aspects-là, j'aimerais ça que tu nous amènes à travers ton poste. Qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un qui voudrait appliquer sur un poste dans une autre minière comme le tien? Qu'est-ce que ça implique? Puis ma deuxième question à ça, c'est maintenant que tu es une jeune maman, comment ce rôle-là comment tu vas toi aussi jongler comme Jean-François avec tout ça? Oui. Bien, pour répondre à ta première question, qu'est-ce que ça implique? C'est tellement diversifié parce que, veux pas, les affaires publiques, les relations avec les communautés, je dirais plus l'engagement avec les communautés, c'est des sphères des fois qui peuvent être compatibles, mais des fois incompatibles. Parce que, tu sais, affaires publiques, on veut souvent montrer une image de l'entreprise bien léchée, tout est beau. Les engagements, bien, c'est une relation. Mais nous, ce qu'on essaie de faire de notre côté, c'est vraiment d'imbriquer les deux ensemble. Fait que dans le fond, notre relation devient aussi notre image ensemble. Fait que, quand on parle des différentes sphères, bien, qu'est-ce que ça implique? C'est beaucoup misé justement sur l'engagement avec nos gens, nos employés. C'est de prendre le pouls de nos employés, de pouvoir bien faire les communications pour que les gens à l'interne, on soit au courant de ce qui se passe parce qu'on a des gens engagés à Mine Raglan. Les gens sont passionnés, ceux qui viennent travailler chez nous. Là. Donc, on veut continuer à garder cette flamme-là. Quand on parle de tout ce qui est relation avec les communautés, c'est boots on the ground pour moi qui est clé. C'est justement notre engagement dans le milieu, c'est notre dialogue qui n'est pas un dialogue sporadique, c'est un dialogue qui doit être continu. Donc, il y a beaucoup d'activités, mais aussi d'éléments qui sont clés avec nos partenaires qui sont au quotidien. Fait que c'est vraiment c'est sûr qu'on est loin des communautés avec lesquelles on travaille parce que Mine Raglan, on est à une centaine de kilomètres des 2 villages à peu près les plus près. Donc, c'est comment qu'on maintient ça, des relations à distance. Hein? Fait que c'est tout ça qu'il faut faire preuve de créativité. Puis je pense que c'est une des forces de mon équipe depuis le tout début, c'est qu'on a des gens qui sont excessivement créatifs à aller chercher à comment améliorer nos processus pour aller, bien informer les gens, puis aussi bien engager les gens, mais de façon créative, de toujours pousser les limites. Parce qu'en plus, on est dans un milieu où on n'a pas Internet haute vitesse. Il y a beaucoup de choses qui manquent pour pouvoir avoir, si on veut, un réseau de communication comme qu'on a ici, je vais dire, dans le sud. Mais c'est différent. Donc, il faut vraiment faire preuve d'innovation, de créativité, puis de ne pas avoir peur de pousser les limites, de toujours améliorer nos systèmes. Puis je dirais au niveau gouvernemental, mais ça, c'est comme une autre branche qui est complètement différente parce qu'on a des gens qui ne connaissent pas toujours bien la réalité du Nord, qui ne connaissent pas bien tant nos défis qu'on a à surmonter, mais les enjeux qu'on peut avoir, mais aussi la réalité du Nord. Je ne veux pas parce que nos partenaires ont une réalité, nos partenaires inuits ont une réalité qui est complètement différente du Sud. Fait que, souvent, les gens ils peuvent penser, allez faire ça de telle façon, mais
ça fonctionne pas toujours dans la culture inuit. Puis nous, il faut s'adapter à cette culture-là parce qu'on est sur leur territoire. Il faut travailler avec eux. Donc, c'est de bien, je dirais, au niveau gouvernemental, c'est de bien sensibiliser le gouvernement de nos enjeux. Fait que c'est vraiment les 3 volets, disons que c'est des volets complètement différents, mais qui sont tellement passionnants d'un volet à l'autre parce qu'on est toujours en train d'améliorer soit la connaissance des gens envers MN Ragland, d'améliorer qu'est-ce qu'on fait pour engager les gens, mais améliorer aussi nos communications. Fait que, il y a différents aspects. Fait que c'est bien plaisant. Puis au niveau, je dirais, de ta deuxième question. Quand on s'était parlé, c'est ça, tu m'avais dit, je vis beaucoup dans mes valises. Oui, habituellement, je vivais beaucoup dans mes valises parce que j'allais passer, mettons, je faisais un forum environnement à Saint-Louis, j'avais passé une semaine là, j'avais le Kudjak Mining Workshop, je m'en allais à Kudjak ou je m'en allais à Québec faire des rencontres avec différents ministères. C'est sûr que la réalité, elle risque d'être un peu différente, mais pas tout à fait non plus parce que à l'époque, j'ai encore une excellente équipe avec qui je travaille puis qu'on se répartit les rôles et responsabilités. J'ai des gens justement qui sont dans l'organisation qui sont boots on the ground. Fait qu'on va bien se répartir les rôles pour s'assurer qu'on ait une bonne présence tout le monde ensemble, mais puis qu'on ne soit pas tous à la même place en même temps. Mais je dirais l'autre élément, c'est que on le fait, genre, Jean-François, n'hésite pas à ajouter si tu veux ajouter à ce niveau-là, mais on amène des fois la famille au boulot. On avait amené Émile avec nous à faire, on fait toujours un Noël dans les villages, on l'a amené avec nous. Il est allé rencontrer nos partenaires, il jouait avec les enfants de nos partenaires inuits. Puis pour nous, c'était clé parce que tout ce qui concerne la famille, c'est important. Puis pour nos partenaires inuits aussi, c'est important. Puis ultimement, nos partenaires et nous, MN Ragland, on est une grande famille ensemble. Donc, on n'a pas eu peur de mélanger les deux ensemble. Fait que peut-être qu'un jour, justement, je vais amener le petit Léo avec moi dans différentes rencontres dans le Nord. Je vais le faire garder par de nos amis. Et puis je vais faire ce que je dois faire au niveau du boulot en même temps. Tu as été nommée parmi les 100 femmes les plus inspirantes au monde de l'industrie minière par l'organisme Women in Mining. Mais je pense que c'était Women in Mining Londres. Jean-François, ça te fait quoi d'entendre ça? Ouais, c'est une fierté. Puis ce que je côtoie Amélie depuis longtemps, pas nécessairement en couple, justement ou uniquement. Puis de voir qu'elle est reconnue internationalement, je me dis enfin. Dans le sens que j'ai eu l'opportunité de travailler avec Emily, comme je disais, depuis plusieurs années. J'ai pu voir ce qu'elle a fait. J'ai aussi, moi, un volet engagement avec les communautés à travers mes différents projets. Je travaille sur un projet d'expansion, l'expansion de MN Ragland. Puis il a fallu qu'on fasse une étude d'impact qui incluait des consultations publiques. Il a fallu avoir aussi des audiences publiques avec la CQEK. Et tout ça, je l'ai fait avec ma partenaire d'affaires, ma partenaire de vie qui est Amélie. Donc, j'ai pu voir aussi témoigner la force qu'elle a dans son travail. J'ai pu témoigner aussi la richesse qu'elle a à travers ses relations avec les communautés inuites. Donc, moi, ça fait longtemps que je vois Amélie performer, puis tu sais, il est temps des fois qu'on redonne à César ce qui appartient à César. Puis là, tu sais, Amélie est humble, hein? Puis c'est pas quelqu'un qui showcase. Je le sais, elle voulait pas faire le podcast. Exactement, tu sais, qui veut se showcaser, mais puis moi, de mon bord, ça fait un peu drôle de showcaser Amélie étant les deux à la direction. Il faut rester humble dans tout ça. Mais que l'industrie puisse reconnaître son travail, ça, par contre, ça me fait chaud au cœur. Parce que pour moi, c'est des années de travail acharné, des sacrifices. On a parlé de l'équilibre, mais il y a des sacrifices aussi qu'on fait. Puis qu'elle soit reconnue par les pairs de l'industrie, c'est un bel honneur, puis c'est une fierté pour moi, là, c'est évident. Tu te dis, Jean-François, on est des gens de direction, puis moi, je t'ai déjà entendu à des conférences dans les années passées. J'ai étudié quand même votre dossier avant le...
Puis j'ai vu ce que vous avez fait. Puis pour moi, vous êtes des gens de terrain avant tout. Vous êtes des gens de terrain vous êtes passionnés par l'industrie. Vous visitez les communautés, vous êtes impliqués un peu partout à plusieurs niveaux. Vous avez des bonnes valeurs qui font probablement partie du quotidien de votre vie à la mine Raglan. Quelle différence sentez-vous que vous faites? Bien, c'est une super bonne question. Puis, peut-être un point en partant, c'est qu'Amélie et moi, on tente de ne pas visiter les communautés. On tente de vivre dans les communautés quand on travaille avec eux, que ce soit au niveau de leur culture, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de la manière de festoyer, des événements quelconques. On a parlé du Noël. On n'est pas... On s'assure de ne pas être des touristes dans tout ça, mais de bien comprendre la culture puis de la vivre, cette culture-là, lors de nos présences. Bon, c'est sûr que ça amène un défi important. Puis, je ne sais pas, Amélie, si toi, de ton bord, tu veux réagir un peu à cette question-là. Mais je la trouve dure, la question, parce que dans le sens, tu sais, nous, ce qu'on essaie de faire, je veux dire, à tous les jours, que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle, c'est tout le temps de faire le mieux, puis de faire les choses correctement, puis de bien faire les choses. Je dirais ça, c'est de bien faire les choses. Puis comment ça peut je dirais, influencer les gens ou peut-être, oui, c'est ça, influencer les gens, mais on le fait pas nécessairement de façon intentionnelle. Pour nous, c'est simplement de walk the talk, là, de bien faire les choses. Ça. Puis si ça a un impact au-delà de ce que nous, on fait, bien, je pense que c'est positif. Si ça peut les influencer positivement, mais je veux dire, nous, à la base, c'est de bien faire les choses pour les valeurs qu'on a en tant qu'individu, mais aussi la vision qu'on a au niveau de notre vie professionnelle, puis les objectifs qu'on a au niveau de Mine Raglan. Le secret aussi derrière l'acceptabilité sociale, là, Jean-François, tu l'as bien dit, là, c'est pas on vit dans la communauté, on ne va pas les visiter. Il y a un lien là quand même avec l'acceptabilité sociale. Là. Ben exactement. Puis c'est un peu il faut rester authentique. Puis ça, en partant, j'ai travaillé à l'international, puis dans plusieurs communautés. Puis ce que les gens veulent voir, c'est l'authenticité, le vrai. C'est comme ça qu'on bâtit un lien de confiance à la base. Moi, j'ai eu cette chance-là, avant d'arriver à Raglan, de travailler en Afrique, travailler en Australie, puis j'ai travaillé avec les Premières Nations. Je me suis immersé dans des aventures, dans des activités. Amélie, elle a grandi au Nunavut, à Iqaluit. Elle l'a vécu, je l'ai vécu de mon côté. C'est sûr qu'on est rendu à une étape de notre carrière que, évidemment, là, que c'était pas toujours... on n'était pas parfait au début, là. On ne l'est pas encore. Ce qu'on a compris, c'est qu'on est authentique, on est nous-mêmes. Puis ça, bien, évidemment, pour parler des Inuits, bien, le lien de confiance se bâtit là-dessus. Si les gens sentent qu'on joue une game politique ou d'affaires, ça ne marchera pas. Ils le savent. Ils savent très bien. Puis c'est des gens très, très riches au niveau des relations personnelles. C'est très spirituel. Ils nous lisent, ils le savent. Fait que ça, c'est une de nos forces. Puis l'autre chose aussi, c'est que encore là, quand Émile est venu sur le terrain, là, il a mangé du beluga, là. Puis il a vécu un Noël pas comme les autres, là. Fait que, tu sais, encore là, ça s'est fait naturellement. C'est un peu ce qu'Amélie et moi, on tente de faire dans notre quotidien, puis de le démontrer à nos enfants, c'est que on est nous-mêmes, là. C'est sûr, on est dans un poste de direction, on a des rôles et responsabilités. Bon, c'est sûr qu'on faut assurer une certaine gouvernance, mais au bout du compte, le soir, on se couche tous, puis on est des humains, puis on a nos bobos, nous aussi, chacun de notre côté. Là, et puis ça, c'est bien important là, de transpirer puis de vivre comme ça. Raglan est au 62e parallèle nord. Moi qui pensais que l'Abitibi, c'était loin. Hein? Les recours hospitaliers, là, peut-être que mon information n'est pas toute bonne, reprenez-moi si c'est le cas, mais
Les recours hospitaliers sont quand même assez loin. L'hôpital le plus proche, c'est Coudjouac, à 3-4 heures d'avion, je crois, de la mine. Donc, on s'entend que la santé et sécurité, chez vous, ça doit être un des départements qu'on met le plus de temps et d'énergie. Puis j'ai vu aussi que vous avez gagné 1 ou 2 fois le trophée John T. Ryan parce que vous avez affiché la plus faible fréquence d'accidents déclarés, pas juste au Québec, mais au pays. Tout ça, mon long préambule pour vous demander si la santé et sécurité est primordiale, comment est-ce que le quotidien à la vie Raglan a changé avec la pandémie actuelle? Je peux peut-être y aller, puis Amélie, tu pourras compléter parce que je le vis en ce moment. On l'a vécu en tant qu'équipe Raglan quand tout ça est arrivé. Donc, je peux me permettre parce qu'à toutes les semaines que je monte à Raglan, ce que je vois, c'est une organisation qui se soucie de la santé et de la sécurité des travailleurs. Par les différents processus qu'on a mis en place justement par rapport au COVID. Puis au site, c'est la même chose parce qu'évidemment, il faut transiger via les différents aéroports. Rendu au site, bien évidemment, les contrôles sont mis en place. Ça a été un travail acharné qu'on a dû faire pour s'assurer qu'on protège la santé de nos travailleurs. Mais cela dit, oui, il y a encore un impact sur la vie sociale. Puis ça c'est hyper difficile. On entend parler dans le Sud, là, les gens, ils en ont assez, ils sont cloisonnés, le sport, les loisirs, la culture. Ben, c'est comme ça à Raglan aussi. Puis je vous dirais que c'est probablement pire pour nos travailleurs et nous-mêmes. Comme je disais tantôt, on est quand même des humains, là. Les activités ils ont été réduites, voire quasiment toutes éliminées. Fait que ça fait que la vie sociale est hyper difficile en ce moment. Tu sais, Raglan, comme Amélie l'a mentionné, c'est réputé pour être une belle famille. Après les heures de travail, les gens, il y a plusieurs activités, comme je dis, sociales, sportives, culturelles. En ce moment, il n'y a plus rien de tout ça. Les gens sont un petit peu forcés à aller passer leur temps libre dans les chambres. Dans leurs chambres respectives. Le port du masque est obligatoire, respecter la distance de 2 mètres. Ça fait que, imaginez-vous, là, vous travaillez 12 heures par jour, 14 jours de suite, des fois même 21 pour certains. Pas de social. Sortir dehors, oui, mais encore là, il ne faut pas oublier, on est dans l'Arctique. Fait que 8 mois, 9 mois pendant l'année, c'est l'hiver, puis c'est pas tout le temps facile. Fait que la charge est hyper difficile pour nos travailleurs. Puis ça, moi, c'est le bout que je trouve difficile, puis c'est ce que la direction vit aussi, c'est qu'on tente d'être créatif, puis là, tranquillement, veut pas, il y a eu les tests de dépistage qu'on a mis en place, les mesures. Là, on parle de vaccination. Fait que, tranquillement, on sent que la lumière au bout du tunnel, mais ça reste qu'aujourd'hui, encore là, j'arrive du site hier, c'est difficile pour nos travailleurs. Là. C'est vraiment pas évident. Puis moi, je lève leur chapeau parce que après 14-21 jours, là, ici dans le Sud, on peut quand même aller marcher là, jusqu'à 8 heures. Là. On peut quand même faire des choses au plein air. Excuse-nous, c'est rendu 9h30, Jean-François. Vous, c'est bon. C'est chanceux. Vous avez gagné 1h30. Mais ça reste que c'est ça. Puis ça, c'est de quoi qu'on est hyper sensible. Puis c'est vraiment pas évident. Fait que c'est un courage de nos travailleurs de maintenir le cap au niveau de leur santé, mais aussi au niveau de la sécurité. Nous, c'est ça, le côté sécurité, c'est sûr qu'on respecte la sécurité à Raglan. Je l'ai mentionné d'emblée. Nous, si quelqu'un se blesse, l'hôpital le plus proche, là, comme tu as dit, c'est quelques heures d'avion, mais ça, c'est si et seulement si l'avion peut atterrir. Ouais. Parce que si on arrive en plein blizzard, comme qu'on a vécu la semaine dernière, 4 à 5 jours de retard. Mais quelqu'un qui s'est brisé le bras ou que même plus grave, qui est arrivé un arrêt cardiaque, peu importe, imaginez, là, on est perché dans l'Arctique sans aucun recours rapide. Évidemment, on a notre système d'infirmerie, on a nos médecins et tout ça, mais ça reste qu'on ne peut pas niaiser avec ça.
Et c'est pour ça que je dis, on le respire. Ce n'est pas une valeur qu'on met là, dans nos présentations. On n'a pas le choix de le respirer parce que s'il arrive quelque chose, ben, c'est grave. Et c'est pour ça que nous, on veut s'assurer qu'on donne les gestionnaires tous les moyens pour que les travailleurs puissent revenir chez eux pareil comme quand ils sont arrivés. Ça, c'est notre objectif premier, là, tant au niveau de la santé que la sécurité. Quelqu'un qui rentre à Raglan, on veut qu'il soit pareil. C'est ça notre mandat, là. Au niveau, Amélie, des communications, ça a dû aussi affecter énormément l'équipe de com de Raglan à créer soit des infolettes internes, d'essayer de trouver des moyens de communiquer avec l'équipe qui est, comme Jean-François dit, il n'y a plus personne qui se voit, on va dans nos chambres, puis fait qu'au niveau des coms, il a dû avoir une surcharge de travail pour justement tricoter à travers tout ça, là. Oui, ça a été assez intensif là, depuis le début de la crise. On a dû revoir un peu, c'est quoi nos mécanismes de communication, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux pour s'assurer que l'information se rende bien aux gens. On a beaucoup regardé ce qui se faisait ailleurs. On a fait un benchmark, si on veut, là, des différentes, les meilleures pratiques qu'il y avait ailleurs, tant à l'industrie qu'à l'extérieur de l'industrie. Pour justement développer des outils, que ce soit des affiches, que ce soit aussi des façons pour bien communiquer aux gens. On met beaucoup d'informations aussi sur notre page Facebook. C'est une page qui, pour nous, notre Facebook, est surtout utilisé par nos employés puis par nos partenaires Inuit. Donc, on n'avait pas peur, justement, des fois, d'aller un petit peu plus loin avec notre page Facebook, mais pour s'assurer que les gens aient bien l'information. Donc, parce que c'est là la difficulté à Raglan. On a des gens sur rotation, donc c'est pas toujours facile de bien de s'assurer que l'information soit communiquée en temps réel à tout le monde en même temps. Donc, il fallait user, je dirais, de différents mécanismes. Puis on continue, là, on le voit, là, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer puis de pousser un peu plus les différentes façons là, pour atteindre nos objectifs, là. Absolument. Tantôt, Jean-François, tu parlais d'extension de la mine Raglan. Puis là, je me suis dit, OK, on va parler de la phase 2 de la mine. Puis là, je suis allée lire. Puis là, je me suis dit, je vais juste y demander. Fait que parle-nous donc de la phase 2, parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui écoute, c'est de ça qu'ils veulent entendre parler. En effet, c'est ce qu'on appelle la phase 2 ou le projet Sivumut. C'est les 20-25 prochaines années de mine Raglan. La mine Raglan est tombée en opération en 1997. Puis on pensait avec les réserves ressources là, qu'on pourrait durer un bon 20 ans. Puis avec la force de nos équipes d'exploration, on a réussi à créer de l'inventaire minéral qui nous a donné l'opportunité, dans le fond, de regarder si on pouvait extensionner la durée de vie de la mine. Puis en 2010-2011, on avait assez d'informations géologiques pour bâtir un cas d'affaires. Donc, je le mentionne la date 2010-2011 parce qu'on est 10 ans plus tard, ça fait 2 années qu'on a investi puis qu'on a débuté la phase 2 sur le terrain. Mais je fais juste mentionner que c'est des longues années de travail. Justement, que comme je dis, en 2010-2011, on faisait nos analyses économiques. Par la suite, il y a eu les différentes phases d'études d'ingénierie, incluant notamment les consultations publiques que je mentionnais tantôt, dans le but de faire notre étude d'impact, dans le but d'avoir notre permis social et environnemental de continuer d'opérer pour un autre 20-25 ans. Fait que, en résumé, Raglan, phase 2, projet Sivumut, on parle d'avoir un inventaire minéral ou une opération jusqu'en 2035, 2040. C'est quand même significatif. Quand on cumule les années, on se rapproche du demi-siècle d'opération dans le Nunavik. C'est beaucoup d'années, c'est beaucoup de travail encore devant nous pour nos employés, nos travailleurs, certainement. Mais en ce moment, on investit sur la propriété depuis 2018 au niveau de la construction. On parle de plus de la moitié d'1 milliard de dollars là, d'investissement au Québec dans le Nunavik, justement pour assurer les plus de 1000 emplois qu'on a en ce moment. Là, Glencore plus un autre 500-600 d'entrepreneurs. On parle quand même de
de 1500 emplois là, qu'on maintient encore pendant plusieurs années. Puis c'est ça. En ce moment, on est rendu à notre 3e année d'investissement sur la propriété. On pense à des équipements supplémentaires dans notre usine, au concentrateur. On parle de l'ouverture de 2 mines, dont une majeure. Là, on pense à au-delà d'un 400 millions d'investissements. On a parlé aussi dans les dernières annonces là, de futures éoliennes potentielles. C'est encore sous évaluation. Il y a du financement par rapport à ça. Fait que, c'est un gros mandat. C'est pas nécessairement juste des mines. C'est toute la vie Raglan. Comme je disais, c'est le volet énergétique. On rajoute des mégawatts d'énergie renouvelable potentiellement. On ajoute des mégawatts d'énergie au niveau du diesel aussi. On parle de l'usine, on parle de l'usine de traitement des eaux. C'est toute la vie Raglan là, qu'on est en train d'investir pour assurer des emplois pendant les 20 prochaines années au moins. Là. Tu parlais, ça me fait penser, la première fois que j'ai vu une conférence de toi, tu commençais à parler de vouloir une éolienne. C'était ça ta première présentation que j'avais vue. Je pense que c'était à Montréal, justement. Comme dernière question, comment voyez-vous évoluer l'industrie minière dans les prochaines années? On peut parler au Québec, parce que je veux pas, tu l'as mentionné d'entrée de jeu. C'est sûr qu'Amélie et moi, on a une passion pour l'industrie minière. Là, puis c'est pour ça qu'on s'est investi beaucoup. Amélie, beaucoup avec l'Association minière du Canada. Moi, particulièrement avec l'Association minière du Québec, étant le président du conseil d'administration. C'est sûr qu'on a une passion pour l'industrie minière. Si je parle au Québec, c'est sûr qu'on a toujours des enjeux au niveau de l'industrie. Ça, c'est comme n'importe quelle autre industrie. C'est sûr que le futur, je pense qu'il est brillant par le fait que le territoire québécois est très riche en ressources naturelles. Puis ça, c'est quelque chose qu'on se démarque parmi les juridictions à travers le monde, c'est que la matière première, elle est là. Par contre, le défi, c'est de s'assurer qu'on ait les bons investissements et des investissements responsables au niveau du développement durable, qui inclut évidemment le volet environnemental et le volet acceptabilité sociale. Fait, pour moi, ce n'est pas une question, est-ce qu'on a un défi au niveau des ressources naturelles? Non. C'est un défi de mettre les investissements nécessaires pour pouvoir les développer et les exploiter. La matière première, évidemment, le marché en a besoin, notamment au niveau de tout ce qui est les matériaux stratégiques et critiques. Là. On parle de toutes les technologies qu'on utilise aujourd'hui. Ça nécessite beaucoup de métal. Puis nous, notre sous-sol, on a ce métal-là. Donc, c'est sûr que quand on regarde comment que la vie évolue avec les technologies puis les besoins de ces technologies-là au niveau de la matière première, c'est sûr que le Québec, c'est une terre de prédilection pour ça. Je pense qu'il y a aussi le défi d'attirer les nouvelles générations vers l'industrie minière, à venir travailler puis faire une différence dans l'industrie minière. Là. C'est exactement. Puis ça, c'est un mandat que l'association minière, on a. Puis il faut tout que les minières l'aient aussi. Puis je pense que c'est clair aussi dans chacun des sites. C'est qu'on doit devenir beaucoup plus attrayant. Donc, pour devenir attrayant, il faut se faire connaître. Notre communication avec le grand public, c'est sûr qu'en Abitibi, c'est à Côte-Nord, à la limite au Saguenay, les gens connaissent et vivent l'industrie minière. Mais on a un impact majeur à Montréal, à Québec, dans Montérégie. Puis ça, on s'est amélioré, mais il faut en faire davantage pour justement démontrer que l'industrie minière, c'est une belle richesse, tant au niveau des emplois qu'il y a des opportunités. Puis on a besoin de gens qui veulent aller travailler dans cette industrie-là. Puis les nouvelles générations ont leur place là-dedans. Tu le mentionnais tantôt, les gens, on voit qu'il y a encore un plus grand souci au niveau de l'environnement, des changements climatiques. On a besoin d'eux. L'industrie a besoin d'eux. Puis c'est ça qu'on doit continuer à se démarquer à ce niveau-là en tant qu'industrie minière au Québec. On a besoin de la future génération qui a une sensibilité peut-être un petit peu plus aiguisée sur les défis d'aujourd'hui et pousser, c'est beau dire qu'on est jeune, mais on commence à
nous autres, ça, à accumuler les années d'expérience, on a besoin des jeunes qui continuent à nous pousser puis nous garder sur le pied vivant, puis qu'on continue à s'améliorer, comme Amélia a mentionné. Il ne faut surtout pas s'endormir au volant. Les générations futures ont fait leur travail. Nous, on fait notre travail, puis il faut préparer le terrain pour les prochains à continuer aussi, peut-être différemment, meilleur que nous. C'est correct aussi. Puis toi, Amélie, as-tu une vision que tu as de l'industrie dans les années à venir? Mais exactement comme Jean-François le mentionne, on peut, puis à mes yeux, on ne peut plus opérer, pour opérer, il faut opérer de façon responsable. C'est là que, on le voit, puis il y a vraiment des, vers le développement minier durable, qui est une super belle initiative que les minières, justement, adhèrent, puis la façon de faire, c'est d'améliorer les pratiques selon justement différentes sphères, puis de toujours pousser à améliorer, tant que ce soit au niveau justement de l'empreinte environnementale, mais au niveau social, mais aussi au niveau de la santé et sécurité. Pour moi, on le voit, l'industrie minière veut pas, n'a pas le choix de toujours de pousser les limites, de toujours s'améliorer avec justement des beaux programmes comme ça qui nous poussent à se reposer les questions. C'est comme nous, du côté social, au niveau Minraglan, avec justement la nouvelle version du standard vers le développement du minier, vers le FDMD, excusez-moi. Veut pas, le protocole a été revu de A à Z. Puis nous, on a toujours eu une belle feuille de route. Je pense qu'on a des belles pratiques au niveau de nos relations avec nos parties prenantes. Par contre, le protocole a été amélioré, mais amélioré dans le sens qu'on a encore une fois amélioré certains processus. Puis Minraglan, on doit revoir justement nos pratiques pour continuer à s'améliorer parce qu'on n'aura pas le même résultat si on continue à faire les mêmes choses qui évoluent pas nécessairement avec la société en parallèle. Donc, c'est là que moi, je vois, le futur de l'industrie minière, c'est un futur qui sera jamais statique, va toujours être en évolution. C'est ce qui est beau, c'est ce qui est passionnant, c'est ce qui fait en sorte pour moi, qui m'a attirée, parce que je ne viens pas de l'industrie minière, moi, je suis urbaniste, je n'ai pas du tout étudié dans ce domaine-là, mais c'est ce qui m'a attirée, c'est ce qui m'a vraiment engagée à rester, de pouvoir voir comment on pouvait changer les choses, de toujours les améliorer, puis de pas être contraint à appliquer des nouvelles façons d'être innovateur là, dans nos pratiques. Peut-être si je rajouterais, Manon, les changer de l'intérieur. Puis ça, c'est super important pour nous parce que, comme Amélie a mentionné, Amélie est urbaniste de formation. J'ai commencé mon génie en génie géologique pensant que j'allais aller en environnement. Puis l'évolution a fait que j'ai été chercher mon génie aussi. Puis à un moment donné, je me suis dit, la meilleure manière d'améliorer notre industrie, c'est de l'intérieur. C'est sûr, Amélie puis moi, on est un peu deux outsiders de l'industrie minière comparativement à les familles qui ont grandi en Abitibi. J'ai aucune génération chez nous de mineurs ou qui travaillent dans les mines. Au contraire, là, on est des anomalies dans le système familial Verret-Rouleau. Mais ça reste que Amélie et moi, on croit que la meilleure manière de changer les choses, c'est en les faisant changer nous-mêmes en étant de l'intérieur. Puis ça, c'est super important comme voie de passage. Puis, je terminerai, Manon, si tu me permets, là, c'est que cette semaine, c'était quand même la journée de la femme. Puis, évidemment, on a deux femmes sur la ligne. Puis, il y a une affaire que Raglan aussi, on s'est démarqué beaucoup dans les dernières années, c'est de s'assurer on soit attirant pour la gente féminine au travail, puis aussi qu'on rende les conditions de travail au site pour que ça soit intéressant pour la gente féminine. Puis, ce qui est intéressant à Minraglan, c'est qu'on regarde l'évolution dans les dernières années, on est rendu à plus de 23 de notre main-d'œuvre qui est de la gente féminine. On regarde au niveau des employés inuits, c'est plus de 50 qui sont de la gente féminine. Notre équipe d'exploration, c'est 43 de l'équipe qui sont des femmes. Je parle de mes équipes. Au niveau de phase 2, encore là, des positions, tant au niveau de la santé et sécurité, au niveau de l'ingénierie, qui sont des femmes ingénieurs ou
des préventionnistes. Donc, ça, pour nous, c'est une belle fierté. Puis, je voulais le mentionner, sachant que c'était dans la même semaine. Là. Ça, c'est quelque chose aussi qu'Amélie et moi, on prône beaucoup, tant au niveau de Mine Raglan que l'Association minière du Québec. Il y a les générations futures, oui, certes, mais ça reste que l'industrie minière, c'est une industrie de gars. C'est une industrie qui était à caractère très macho à l'époque. Tranquillement, ça aussi, il faut évoluer. Puis ça fait partie de l'ADN qu'on doit modifier pour justement attirer les générations futures. C'est plus un boys club. Là. Il ne faut pas que ça soit un boys club parce que la richesse de l'industrie, c'est sa diversité. Pas juste au niveau des métaux, au niveau des genres. Fait que ça, pour moi, c'était super important de le mentionner puis de profiter de l'occasion de la Journée de la femme parce que je suis très fier de ce qu'on fait, de l'industrie minière au Québec et de Mine Raglan pour la position des femmes dans l'industrie. Absolument. En tout cas, pour reprendre tes propos, pour des outsiders, vous faites une foutue belle job les deux. Merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue pour le podcast Mini.